Coucou les abeilloux et les abeillouses, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ici ça sent un peu la fin de saison, je pense que c'est un peu partout pareil en France. Là, étant donné les coups de chaud qu'on a, ça sent le sec et ça sent la fin de saison. Donc je suis surtout affairé en ce moment à préparer en quelque sorte l'hivernage. Je prévois de rassembler mes colonies. Je passe mes ruches 10 cadres en 8 cadres. Je passe mes ruchettes qui avaient des essaims un peu plus petits ou qui ont été faits un peu plus tardivement. Je suis en train de les passer sur 5 ou sur 6. Dans la logique, je devrais avoir suffisamment de cadres dans les grosses pour tout équilibrer et que tous les essaims en ruchette soient bien sur 6 cadres. Étant donné que cette année, j'ai passé beaucoup de grosses colonies sur 20 cadres. Tout simplement, j'ai mis un deuxième corps, ce qui me permet d'avoir de grands cadres pleins de miel. Ça fait un cadre fait à peu près 4 kg, ce qui me permet de, quand je donne un cadre comme celui-ci dans un essaim, dans une ruchette, je suis déjà à moitié tranquille pour mon hivernage. Et ensuite va venir le moment de traiter varroa. Donc là, il faut le faire, j'ai envie de dire, le plus tôt possible, étant donné que les mielés se sont arrêtés. Les colonies sont en train de mettre les mâles dehors, tout simplement. Là, ils sont en train de faire le ménage. Planquez-vous les dodus, c'est pas le meilleur moment pour vous. Et donc là, nous nous retrouvons, comme l'autre jour, dans ce rucher d'abeilles noires. Je vais vérifier avec vous que la petite reine que j'avais réintroduite ait bien été libérée et que tout se passe bien pour elle. Et ensuite, nous ouvrirons 3 ou 4 ruchettes. Ce sont des essaims que j'avais fait en essaim naturel pris sur les souches d'abeilles noires. Ce sont des essaims qui ont été faits aux environs entre le 12 et le 15 juin. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet, donc on est aux environs des 25 jours à peu près, à quelques jours près. Et dans la logique, les reines ont les colonies sont censées avoir élevé, avoir étiré des cellules, les reines sont censées être nées, avoir fait leur petit vol de repérage dans la ruche pendant une petite semaine, et sont censées, s'être faites féconder. Et donc c'est ce que nous allons pouvoir vérifier aujourd'hui. Je n'ai pas ouvert du tout, je n'ai pas vérifié depuis la création de ces essaims, à part le fait de les avoir déplacés à 3 km pour désorienter mes abeilles et éviter de perdre les butineuses, et les avoir ramenés dans ce rucher. Sinon je n'ai fait aucune ouverture sur ces colonies, et donc on va le faire ensemble. J'espère qu'il y aura de bonnes surprises et que nous allons trouver de belles reines noires en ponte, et ce qui va pouvoir me permettre peut-être dans ces colonies-là d'avoir de nouvelles souches pour l'année prochaine. Je voulais revenir juste sur un petit point par rapport à la vidéo de la semaine précédente. Quand j'ai parlé de ne plus faire de greffage. J'ai peut-être été un peu maladroite dans ma façon de l'expliquer. C'est pas que je ne veux plus faire de greffage du tout. Ce que je voulais dire, c'est que la création de dessins à partir de colonies souches ne se ferait plus que par division naturelle. Il est évident que ce n'est pas en divisant des colonies hybrides sans introduire de cellules ou de reines que je vais pouvoir avoir des colonies noires, étant donné que mon souhait est de passer 100% de mon cheptel en abeilles noires. Il va bien falloir quand même à un moment que je puisse produire des reines pour pouvoir changer ces colonies-là qui sont un peu hybridées. Donc tout ce qui concerne la jeannette, les essaims qui sont très très beaux, les souches jeannette seront à la vente au printemps prochain. Donc pour ces colonies-là, pas de souci. Elles vont rester des jeannettes telles qu'elles sont, et elles seront vendues telles qu'elles sont. Donc une abeille plutôt douce et qui sait stocker des réserves dans le corps.
donc qui sera, je pense, adapté pour beaucoup de personnes. Par contre, il y aura aussi des échecs. Il y aura des colonies qui seront ni des noirs ni des jeannettes, qui seront un peu mal hybridées, j'ai envie de dire, et qui peut-être auront un caractère un peu plus agressif. Donc ces colonies-là seront écartées dans un autre rucher et je ne vais pas tuer les reines pour autant. Par contre, j'y prélèverai des essaims dans lesquels j'introduirai des reines noires. Elles seront un peu en stock dans un rucher à part, et ce qui me permettra d'avoir un stock entre guillemets d'abeilles pour pouvoir créer de jolis essaims noirs. Mais concernant mes souches et futures souches noires, elles ne seront issues que de division naturelle avec en laissant entre guillemets faire la nature et les abeilles choisir leurs larves, choisir leurs reines et de sorte à pouvoir avoir une abeilloire la plus naturelle possible. Voilà. Le temps d'allumer l'enfumoir, de m'habiller et nous nous retrouverons auprès de ces colonies. Je vais quand même m'habiller aujourd'hui puisque on nous annonce de l'orage. Les colonies sont, j'ai envie de dire qu'au niveau des rentrées de nectar, ça va drôlement s'amenuiser. Si elles sortent les mâles, c'est pas pour rien. Et je vais me méfier un peu plus. Voilà, à tout de suite. Alors voici, nous nous retrouvons devant cette petite colonie. Vous vous souvenez à qui j'avais pris la reine, à qui finalement j'ai décidé de la rendre. Voilà, on va regarder un peu ensemble si elle a bien été acceptée. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Il y a du monde. Tac. Alors. Bon. Il y a du monde là-dedans. Alors les filles, est-ce que vous avez accepté votre petite reine? Alors. Je profite d'avoir la cage à reine dans la main pour répondre à une question de Francine je fais un petit coucou au passage, qui m'avait envoyé un message en me disant mais tout le monde nous dit, ou beaucoup nous disent qu'il faut enlever absolument les accompagnatrices quand on introduit une reine. Et pourquoi est-ce que toi tu en mets ou est-ce que tu les laisses? Alors tout simplement moi parce que je préfère que la reine soit accompagnée, tout simplement si le temps que les abeilles qui la reçoivent s'imprègnent de ces phéromones et commencent à la prendre en charge, il peut se passer un laps de temps et finalement je préfère que ces propres abeilles déjà présentes dans la colonie, alors là il ne s'agit pas de la même chose étant donné que j'ai pris cette reine dans cette colonie, je l'ai réintroduite dans cette même colonie. Mais sinon quand j'introduis une reine dans une autre colonie, ben, j'hésite pas à laisser ces accompagnatrices qui vont pouvoir s'occuper d'elle, continuer à s'occuper d'elle, qu'elle ne manque de rien en attendant d'être libérée. Et pour moi, le fait qu'il y ait des accompagnatrices dans la cage, ça n'excite pas du tout, ça n'apporte pas d'animosité du tout à la colonie receveuse. La preuve, c'est que quand on fait des réunions avec des cadres, et on peut très bien réunir deux colonies, à condition bien évidemment d'encager la reine pour éviter la casse, mais on se rend bien compte que ça ne se bagarre pas finalement. La bagarre c'est plutôt à l'extérieur de la ruche. À l'intérieur de la ruche, en général, il n'y a pas de bagarre. Donc moi j'hésite pas à laisser les accompagnatrices, et même pour ceux qui reçoivent des reines, c'est parfois aussi un peu scabreux que d'ouvrir la cage, de sortir les accompagnatrices sans abîmer la reine. Je vois des gens qui les trempent dans l'eau. Enfin, tout ça pour moi est inutile. Tout ce qui est important, c'est la colonie dans laquelle qui va recevoir cette reine soit bien orpheline, qu'il n'y ait pas dans cette colonie de reines non fécondées, qu'elles ne soient pas bourdonneuses et surtout quand vous introduisez des reines, si vous pouvez vraiment connaître la provenance et savoir que ces reines sont déjà en pont depuis 15 jours, 3 semaines,
au moment de l'introduction, évidemment, si elle est bourrée de phéromones, elle sera acceptée. Si ce sont des reines qui ont été juste prises au bout d'1 ou 2 jours de ponte, c'est déjà un peu plus risqué. Et après, tout dépend du type d'abeille qu'on utilise et si on les introduit dans des colonies aussi de même sous-espèce. Alors, on va regarder si ma petite reine est en ponte. Alors, est-ce que j'ai des œufs? Alors, pas d'œufs ici pour l'instant. C'est calme. Bon, la reine est là, c'est évident. Hein. C'est parce que si je la trouve, je vous la ferai voir. Mais étant donné le calme qui règne dans cette colonie, bien évidemment qu'il y a une reine. Provision. Et une petite piqûre. Bon, c'est plus nerveux qu'habituellement, étant donné le temps plus ou moins orageux. J'aime pas mettre les gants. Alors tout ça est pondu, donc il n'y a pas de souci, ma reine est acceptée. Je vais pas forcément chercher après là, mais ouais, il n'y a aucun problème là-dessus. La reine est acceptée. Bon, bah, c'est une colonie qui est repartie. Je pense qu'elle pourra passer l'hiver sans problème. Il y a du miel, il y a du miel. Il y a un peu de tout, il y a du pollen. C'est impeccable. Oh, c'est parfait tout ça. Alors, faire un peu de place. C'est nerveux, quand même. Voilà. Alors, je vais vous remettre dans votre ruche, les filles. Alors, quand vous voulez remettre un couvre-cadre et que vous avez peur un peu d'abîmer les abeilles, n'hésitez pas à le mettre en diagonale comme ça et à le tourner après. Ça vous évite d'écraser les abeilles sur le rebord. Bon, pour cette colonie-là, c'est ok. Nous allons nous retrouver donc sur les petits essaims que j'ai fait. Je vais quand même mettre les gants par précaution. Là, je ne sais pas trop à quoi je vais avoir à faire. Je ne les connais pas encore. Voir déjà si les reines ont été... s'il y a bien eu des reines d'élevées et si elles sont bien fécondées. Ça va se voir tout de suite comment dire, au comportement des abeilles. Ça, c'est évident. Et donc, on va pouvoir vérifier ça ensemble. Et aussi, peut-être regarder un peu d'autres colonies, les réserves. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu choqué quand je vois... alors, il y a des collègues pour qui ça se passe bien. Il y en a d'autres qui sont déjà en train de donner du sirop, de donner des compléments alimentaires
enfin des compléments de protéines. Et je comprends qu'il y ait des régions qui soient plus arides que d'autres, mais je pense surtout qu'il y a un problème d'abeilles quelque part. C'est bien d'avoir des abeilles qui sont douces, qui ne piquent pas. C'est bien d'avoir des abeilles qui font beaucoup de miel, mais c'est quand même bien aussi d'avoir des abeilles qui sachent faire des réserves dans le corps. Ça n'est pas normal. Je suis désolé, hein, ça va pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire là, mais je ne trouve pas normal que l'on puisse avoir aujourd'hui des colonies d'abeilles sous perfusion. C'est-à-dire que si à un moment on leur donne pas du sirop ou on leur donne pas de la pâte protéinée, elle n'a pas suffisamment de stock dans le corps pour pouvoir prétendre à passer l'hiver. Il y a un gros problème. C'est pas logique du tout. Et là, je pense réellement que, en dehors des conditions climatiques qui sont quand même exceptionnelles, il y a un vrai problème. Et le problème, c'est l'apiculteur. Il n'est pas logique aujourd'hui que l'on puisse posséder des colonies d'abeilles et de devoir les mettre sous perf en permanence. Ma ruche, c'est pas mon chien, quoi. Je vais pas lui donner des croquettes tous les jours. Normalement, la ruche, elle est autonome. Et quand il y a une belle année, on pose les hausses. Quand il y a une belle année, ça nous permet de faire du miel et de récolter le surplus. Pour moi, c'est ça l'apiculture. J'ai l'impression qu'on est parti à des années-lumière de ce qui est réellement la base de l'apiculture. Il n'est pas logique aujourd'hui que l'on puisse voir des collègues amener des colonies sur des cultures. Alors déjà, ça, moi j'ai du mal avec ça, mais bon, je comprends, il faut que tout le monde vive. Mais amener des colonies sur des cultures, et dès l'instant où les hausses ont été reprises, et avant d'emmener de nouveau ces colonies sur une autre transhumance, sur d'autres cultures, il va falloir les nourrir. Pour moi, c'est une aberration. C'est complètement, c'est devenu fou, quoi. Moi, je vais blesser des personnes, mais à un moment, je me demande si là-dedans, même quand on récupère des hausses sur une colonie qui n'a pas du tout de réserve, c'est que pour moi, c'est pas une abeille autonome du tout. Il va falloir la siroter. Mais ce sirop-là, quand on les ramène sur une autre culture, il va où ce sirop? Est-ce que l'apiculteur a su doser tout juste ce qu'il allait falloir à l'abeille pour ne pas mourir de faim? Ou est-ce qu'il va remonter dans les hausses? Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a trop aujourd'hui de collègues qui ont des abeilles non adaptées du tout à l'apiculture. Ils ont des abeilles adaptées à la production, à la surproduction peut-être même, mais pas du tout à ce qui est où sont passés les fondements de l'apiculture qui font que normalement une ruche, une colonie d'abeilles, c'est autonome. Nous, on est là, on les a quelque part un peu apprivoisés en les mettant dans des caisses, domestiqués quelque part. Donc on a une obligation de s'en occuper, ça c'est complètement logique, mais dans le principe, elles doivent être autonomes. Et en gros, à part pour notre plaisir, bien sûr, parce que nous sommes passionnés, pardon, et que nous adorons ouvrir nos colonies et voir un peu ce qui s'y passe. Mais pour moi, on devrait ouvrir les ruches beaucoup moins souvent. On devrait ouvrir les ruches de temps en temps, voir, ça se passe bien, oui. Il y a suffisamment de population et les cadres commencent à blanchir, et bien pour ceux qui veulent faire du miel, on pose des hausses. Quand on enlève les hausses, on ne doit pas avoir à craindre qu'il n'y ait rien dans le corps. C'est tout simplement pas logique. Ces abeilles-là ne sont pas adaptées. Je ne comprends pas cette façon de faire aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, les marchands de sirop, de produits protéinés et autres, ne devrait même pas, alors je ne vais pas dire qu'il ne devrait pas exister, mais ça ne devrait pas être nécessaire, ou très peu. Très peu. On ne devrait pas voir des apiculteurs avec des citernes de sirop à amener ça à leur colonie, sans quoi ils risquent de les voir mourir de faim. Et là, on ne va pas me dire que l'environnement a totalement changé à ce point-là. Bien évidemment qu'on a un mois de mielé en moins
par rapport à avant. Bien évidemment, il ne faut pas non plus être idiot, il faut savoir ouvrir les yeux et regarder un peu autour de soi. Mais malgré tout, il n'empêche que même avant ce raccourcissement de un mois, ça fait des années que je vois des 4x4 passer avec des citernes et gaver des colonies, sans quoi elles ne sont pas capables de survivre seules. Et moi, pour moi, là, il y a une réelle inquiétude à avoir. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer. Sinon, ça va aller directement droit dans le mur. Et en surplus, des colonies, des camions de ruches qui débarquent sur des secteurs où il y a des petits apiculteurs qui ont leurs habitudes avec leurs abeilles locales et qui se font rafler. C'est un peu le hold-up. 40, 50, 100 ruches d'un coup débarquent, font la razzia sur un secteur et ensuite tout ça est rembarqué et voilà quoi, c'est un véritable pillage et en plus de toute l'hybridation que ça apporte à des colonies locales. Et donc je sais que je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui en disant ça, mais j'assume, peu importe, et je trouve ça pas logique du tout qu'on puisse empoisonner des secteurs, débarquer, faire la razzia sur le miel et repartir. J'ai un collègue, il se reconnaîtra, qui est dans le Jura et sur les mielés de sapin et qui me dit mais quand les transhumants arrivent, ben, il faudrait quasiment que je leur laisse la place, que je parte pour qu'ils puissent mettre leur ruche. Ben non, je suis pas d'accord. Voilà, c'est pas logique. Moi après, je suis même carrément, j'irais même plus loin. Moi, je suis pas pour la transhumance du tout. Pour moi, je ne laisserai même plus sortir les colonies d'un département vers un autre sans avoir au moins des autorisations sanitaires, parce qu'il n'y a plus rien à ce niveau-là. Je trouve pas normal que l'on puisse transbahuter des abeilles de faire 500 km ou autre, dans des secteurs où il y a déjà des apiculteurs. Moi, pour moi, je ne me vois pas amener des colonies d'abeilles en Provence, sur la lavande, là où il y a déjà des apiculteurs là-bas. Dans ce cas-là, et j'ai pas forcément envie de voir des apiculteurs arriver sur mon secteur pour venir faire des mielés de châtaigniers. Après, je pense qu'un peu partout, il y a suffisamment de mielés pour que chacun reste sur son secteur et puisse travailler sur son secteur. Je trouve que ce moyen de... Et encore, si c'était des colonies, si c'était 10, 15 colonies, mais quand on voit des camions avec 100, 200 ruches débarquer d'un coup sur un même secteur, mais c'est un véritable pillage. Et ensuite, voir des camions arriver avec des citernes de sirop au moment de la récupération des hausses, parce que ces colonies ne seront pas capables de survivre, ça veut dire que là, elles sont réellement sous perf, quoi. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup d'apiculteurs qui ne veulent pas qu'on puisse faire l'amalgame entre les vaches, la Holstein et puis les abeilles. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas vraiment la même chose, mais je sais pas moi, il y a des questions à se poser. Déjà sur le plan économique, un apiculteur qui doit acheter du gros matériel de transhumance, des camions, et le gasoil, le péage, tout ce que ça peut engendrer, et qui, sur un coup de sec, ne va pas forcément récolter beaucoup en plus, et va donner à la pompe du sirop. Moi, je trouve ça... Où est la logique là-dedans? Et pour produire, apparemment, pour produire beaucoup de miel, parce qu'ils sont censés produire beaucoup pour s'en sortir, et pour entendre dans pas longtemps que le cours du miel, finalement, étant donné qu'il y en a beaucoup, a chuté, et qu'il est racheté trop bas, et qu'il s'en sort plus. Je ne comprends pas. Pourquoi à un moment on ne revient pas un peu en arrière, réavoir peut-être moins de colonies, rester sur son secteur et le vendre en direct. Quand je discute avec des clients, ils n'ont jamais été aussi méfiants qu'aujourd'hui sur la provenance des miels. Alors bien entendu, ils ont raison, étant donné tout ce qu'on peut importer comme miel siroté de l'étranger ou autre. Bien évidemment qu'ils ont raison de se méfier, mais ce qu'ils peuvent voir aujourd'hui des apiculteurs, même en France,
mais n'est pas forcément rassurant. Et bien évidemment que si je devais acheter du miel quelque part, je préférerais le prendre à un petit producteur local où on sait qu'il a ses ruches sur le secteur. Et bien évidemment, si j'habite en Bretagne, je ne vais pas acheter du miel de lavande à un apiculteur qui est sur mon secteur. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà. Donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'avais envie de sortir ce petit coup de gueule là, tant pis. C'est dit, voilà. On se retrouve sur nos colonies noires pour voir un peu ce qu'il en est, savoir si elles m'ont bien fait de jolies reines et sont en pente. A tout de suite. Alors, nous nous retrouvons sur ce premier petit essaim qui a été prélevé donc le 15 juin. Sur une colonie, donc c'est un essaim qui a été fait sur 5 cadres quand même, donc j'avais prévu de prendre quand même pas mal d'abeilles, étant donné qu'il était, j'ai fait ça assez tardivement, et d'une colonie souche qui s'appelle N5. Alors, bonne ou mauvaise surprise, suspense. J'avoue que j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Bon, il y a de l'abeille, c'est déjà pas mal. Ça a l'air plutôt calme, ce qui me paraît rassurant. J'espère que la surprise va être bonne. Oh, c'est plutôt calme tout ça. Donc apparemment je lui avais mis une cire neuve aussi. Enfin une cire neuve. Un cadre avec une ébauche de cire. L'ont-elles bâti? Donc il n'a pas été bâti, ouais, je l'ai fait un peu, je l'ai mis trop tardivement. Donc c'est pas un cadre que je vais garder dedans du coup. Hop là. Ce cadre-là ne va donc pas être regardé, étant donné qu'il ne sera jamais bâti pour la fin de saison. Donc je vais lui mettre un autre cadre. Je vais la passer sur 5 cadres et je lui ramènerai un autre cadre par la suite. Pour pouvoir l'hiverner sur 6 si elle a été... si ma reine a bien été fécondée. Mais oui, trop tardivement. Alors, quels sont les résultats? C'est bourré de miel, c'est lourd. Je vous avoue que je vois pas grand chose. Alors, je ne vois pas d'œuf pour l'instant. C'est tout récent, c'est super récent là. Étant donné que l'essaim n'a été composé que le 15, on est vraiment sur le fil pour un début de ponte. J'espère que j'ai l'impression par rapport à dans la façon que la colonie se comporte, qu'on a bien une reine maintenant. Est-ce qu'elle est en ponte ou pas encore? Je ne sais pas. Alors pour l'instant pas d'œuf. Si je ne trouve pas d'œuf aujourd'hui, je reviendrai voir dans 2 ou 3 jours. Il est évident que là c'est un peu tôt. Alors pour l'instant rien. Ça commence mal.
coup, c'est pas encore commencé. Pas de reine à l'horizon, pas de ponte. Et pourtant, elles n'ont pas l'air d'être si nerveuses que ça. C'est blindé de miel. C'est blindé de miel. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir... Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. Toujours est-il que je ne vois pas de ponte. Mais pourtant, il y a un emplacement qui est dégagé. Comme si les abeilles attendaient un début de ponte. Mais je ne vois rien. Bon, je ne vais pas m'éterniser au cas où on aurait une reine qui serait en fin de fécondation, mais ça me paraît bizarre quand même. Je ne vois pas d'œufs, donc je repasserai dans 3 jours ou 4 jours. Et là, si je n'ai pas d'œufs dans 3-4 jours, là, ça va commencer à devenir inquiétant. Et dans ce cas-là, étant donné qu'il est tard en saison, eh bien, je serai obligé de la rassembler avec une autre colonie parce que je ne vais pas lui faire refaire une reine maintenant. Donc, à voir ce qui s'est passé. Peut-être que la reine n'est tout simplement pas encore en ponte. Donc l'essaim a été créé le 15 juin, ce qui fait qu'on a une possibilité de reine qui serait née le 27. Le 27, donc elle a dû tourner pendant à peu près 7-8 jours dans la ruche, ce qui nous mène au 5 juillet finalement, 5 juillet, donc elle serait même peut-être juste en vol de fécondation en ce moment. Voilà, c'est l'essaim qui a été fait le plus tardif, qui est du 15. On va en ouvrir un autre ensemble qui a été fait le 12, et parfois 3 jours près, ça peut tout changer. Je vais mettre une partition, je ne vais pas laisser le cadre qui n'est pas bâti. Voilà, je vais lui mettre une partition. Si dans 3 ou 4 jours, je pense que je vais attendre la semaine prochaine pour réouvrir et vérifier. Maintenant, le comportement des abeilles ne me paraît pas trop mauvais. À voir, affaire à suivre. En espérant qu'on puisse la prochaine fois y trouver une jolie ponte. Sinon, bah, ça sera un rassemblement. On passe à la suivante. Alors, cette autre colonie, alors qui est à la base était la souche. C'est-à-dire qu'à la base, la souche était ici. Et j'ai donc embarqué la reine, tout simplement. J'ai emmené c'était plus pratique pour moi d'emmener l'essaim avec la reine et de ne pas forcément avoir besoin de le ramener et de laisser la moitié de la colonie ici afin qu'elle puisse, en théorie, refaire une reine. Et donc là, celui-ci a été fait le 12. Donc 3 jours plus tôt que les 5 que nous avons pu voir précédemment. Et donc là c'est amusant ce que je vais vous faire voir, puisque vous voyez ce pain de candy. Je peux même pas le décoller. Je peux même pas l'arracher. Voilà. Donc c'est du bois. Vous voyez, il y a des abeilles dessus. Ce pain de candy là a été placé dans cette colonie au mois de février. Il est dur comme du bois, je suis même pas certaine qu'elle puisse encore en faire quelque chose, mais il a été placé au mois de février, elles ne l'ont pas mangé du tout.
Ça y bricole un peu, mais c'est vrai que là, pour vous faire voir, justement, là, je peux pas faire mieux, vous faire voir que l'abeille noire, en général, ne touche pas à tout ce qui est candy, sirop et autres. Maintenant, étant donné que c'était une colonie souche, j'essaye de prendre beaucoup plus de précautions pour les autres. Et je lui avais mis ce pain là, donc oui, je pense que c'est entre le 15 janvier et février, sans doute, cette année. Et elles ne l'ont même pas consommé. Voilà. Et même en sirop, l'abeille noire, en général, elles y touchent pas non plus. Elles ont suffisamment de réserve dans le corps. C'est bien collé, les filles. Vous préparez l'hiver ou quoi? Ah. Alors. Donc sur cette colonie, j'ai donc prélevé un essaim. Alors, j'ai prélevé un essaim le 12 juin. J'avais pris un essaim sur 4 cadres. Donc 4 cadres, ce qui fait que j'avais dû lui en rajouter un. J'ai dû rajouter celui-ci. Voilà, ça a l'air drôlement calme. On va pouvoir regarder ensemble. J'espère que j'aurai quelque chose de mieux à vous faire voir que tout à l'heure. Les dodus qui sont un peu... qui commencent à se placer vraiment sur les derniers cadres. On va bientôt les retrouver carrément en rive parce elles vont les mettre dehors. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pollen, miel. Drôlement calme. Hein. Il me serait étonnant de ne pas avoir de reine. Ouais, encore un cadre, vous voyez, qu'elles n'ont pas étiré. Donc, bon, bah là, il faut... Ces cadres-là, c'est très bien en pleine mielée. Mais il arrive un moment où elles n'étirent plus. Donc, je vais le stocker pour l'année prochaine. Il est déjà entamé et puis je le redonnerai l'année prochaine. Ah, je vois des larves, des œufs, tout ça. Alors, j'essaie de voir si je ne vois pas ma petite reine aussi. Alors, les reines noires, c'est toujours un défi de les trouver. Là, ça fait drôlement plaisir de voir que elle a reméré, la petite. J'essaie de vous faire voir, mais c'est pas évident. Je ne sais pas si vous verrez les larves et les œufs. Bon, bah cette colonie-là, ça c'est bien. À savoir que c'est une colonie qui est au niveau des tests est hybridée à 5%. Elle est à 95-96% noire. Ce qui est pas mal du tout pour des fécondations naturelles. C'est pondu aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver ma reine? Ça, c'est encore autre chose. Ça m'étonnerait, mais on va le tenter quand même. J'aimerais vous faire voir une jolie reine noire, tant qu'à faire. C'est blindax de miel. C'est blindé. Ah, voilà la petite reine. Bon, elle est pas encore bien développée. Petite, à peine tigrée. Alors, elle est ici. Je ne sais pas, j'espère que je vais pouvoir vous la faire voir. Alors, où es-tu ma cocotte? Je me méfie un peu parce que les jeunes reines comme ça, je voudrais pas qu'elles se carapatent.
Alors, où est-elle? J'aime pas trop les sortir quand elles sont jeunes comme ça. Oui, je sais pas où elle est passée. Vais-je la retrouver? Oui, elle est ici. Voilà la petite reine. Voilà, la voici. Une belle petite reine noire. L'abdomen n'est pas encore fini de développer totalement. Je vais me méfier, je vais pas risquer de la perdre. Voilà, je vais la rendre à sa colonie tout de suite avant de faire la mauvaise bêtise. Mais bon, je suis très heureuse de voir cette nouvelle petite reine. Donc reste à voir maintenant dans un mois et demi, quand elle aura totalement renouvelé sa population, de voir un peu, de replacer mes cadres autrement parce que là, c'est pas franchement pratique. Étant donné que j'avais mis un cadre à bâtir, qu'elles ne me l'ont pas bâti, celui-ci est un peu boursouflé, voilà, histoire de ne pas écraser l'abeille. Voilà. Et voici, ça s'énerve un peu les filles. Bon, ça va, c'est contrôlable. Bon, le candy, c'est évident que je vais le virer. Je vais pas m'amuser à remettre ça. Voilà. J'en profite pour vous parler d'une autre petite chose qui me tient à cœur. C'est que j'essaie de plus en plus. Là, je viens d'intervertir des cadres tout simplement parce que celui-ci n'étant pas bâti, je ne vais pas le laisser à l'intérieur. Ça ne sert à rien de les embêter. Moi, à savoir que je suis déjà en train de préparer en quelque sorte l'hivernage et que là, à partir de maintenant, je vais essayer de ne quasiment plus intervertir de cadre. Même si, dans ma colonie, j'ai l'impression qu'elle est un peu décentrée. De dire, tiens, mais pourquoi le couvain est décentré? Je vais le remettre au centre ou autre. Non. C'est quelque chose que je vais de plus en plus éviter de faire. Parce que j'ai l'impression que les colonies savent elles-mêmes ce qui est bon pour elles. Et pourquoi notre couvain il est décentré d'un côté et de l'autre? Pourquoi ce ne serait pas justement pour éviter le coup de chaud de l'après-midi qui donne sur tel ou tel endroit? Est-ce que par rapport à l'orientation de la ruche, selon l'endroit où on se situe, est-ce qu'il n'y a pas un mauvais courant d'air qui passe à tel ou tel endroit de l'entrée de la colonie et qu'elles vont pouvoir un peu orienter leur construction et leur cire de façon à éviter cela? Et nous, on a l'impression de tout savoir et de tout remettre en place en disant non, le couvain, les œufs, le couvain fermé, c'est forcément au milieu, et en rive, c'est forcément du miel. Et je pense que c'est une erreur. Elles doivent bien savoir ce qu'elles ont à faire, et je pense qu'elles sont aussi capables, je vous disais, d'orienter, et pourquoi pas, j'ai eu de la caucasienne il y a quelques années. La caucasienne, arrivée en août, septembre, on n'avait quasiment plus rien d'ouvert sur la ruche. Il y avait juste un petit trou de passage et elles étaient toutes selon l'orientation des ruches. Ce petit trou était au même endroit à chaque fois, du même côté. Donc je pense qu'il y a bien une utilité à ça et qu'elles se préparent par rapport ou qu'elles tout simplement elles agencent leur ruche et l'intérieur de la ruche par rapport à ce dont elles ont besoin. Et j'ai décidé donc de ne plus recentrer du couvain qui serait en décalage ou autre, parce que si elles le mettent là, sauf si j'ai fait une erreur, bien évidemment, si j'ai mis un cadre à bâtir là où il ne le fallait pas ou autre, bien évidemment que dans ce cas-là, je vais rectifier le tir, mais ça sera rectifier ma propre erreur. Par contre, me permettre de décaler à chaque fois d'un côté ou de l'autre parce que j'estime que c'est pas bien centré ou autre, c'est quelque chose que je ne vais plus faire à l'avenir. Je vais regarder avec vous cette autre colonie où j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris la reine, à savoir que ça, c'est un essaim d'abeilles noires qui est arrivé dans un rucher où je n'ai pas du tout d'abeilles noires.
C'est un rucher qui est composé à 100% de Jeannette. Et donc je n'avais pas du tout d'abeilles noires dans ce rucher. Et il est arrivé de la forêt. Donc ce qui me fait bien plaisir de voir qu'on a encore des essaims naturels, peut-être dans notre rang d'arbre ou peut-être bien dans la cheminée du voisin tout simplement. Mais on va regarder cette colonie ensemble. Je l'ai divisée. Je l'avais testée. On est proche du 100% noir aussi. On doit être à 96 ou 97% noir, ce qui est très très bien. En plus, c'est un cadeau, j'ai envie de dire un cadeau du ciel. C'est un cadeau, voilà, elle est arrivée à un endroit où je ne m'y attendais même pas. Et je l'ai divisé en deux. Je l'ai embarqué sa reine dans un autre rucher et j'ai laissé cette partie-ci remérer. Alors à savoir par contre que c'était une colonie qui était super nerveuse. Bon, on n'a pas que des calmes en abeilles noires. Il y a aussi des colonies un peu plus agressives ou tout au moins farouches, on va dire. Mais disons que je veux malgré tout la garder parce que même si elle ne correspond pas forcément aux critères qui, moi, me correspondent, ça reste avant tout de l'abeille noire et je pense qu'on a besoin de garder toutes les génétiques possibles. Après, bien évidemment que si le but est de faire des essaims pour fournir à des clients, je vais faire une sélection et quand même leur trouver des colonies qui vont produire du miel, mais aussi qui seront les plus douces. Bien évidemment, je vais pas. Le but n'est pas que mon client finisse sa visite dans le rucher comme un sprinter, pas du tout. Mais disons que moi, je me réserve pour la saison prochaine un endroit où je vais stocker toutes les colonies noires, enfin beaucoup de colonies noires, on va dire, quel que soit leur comportement. Plus agressives, moins agressives, des colonies qui vivotent un peu, qui vont rien donner, qui vont pas grandir spécialement, qui feront pas forcément de miel, pas forcément d'essaim non plus, mais des colonies dont on peut pas se passer. Tout simplement, ils font partie d'une génétique noire qu'il faut garder, puisque dans la nature, il y a des forts, il y a des faibles et autres. Et puis, bien évidemment, ça se fera tout naturellement, un peu comme dans la nature, puisque une colonie qui va prospérer, qui va grossir, je vais avoir tendance à la multiplier et à lui prendre un essaim ou deux essaims dans la saison, alors que la colonie qui n'avancera à rien, mais je vais la garder tout simplement pour l'avoir dans, je puis appeler ça, j'aime pas ce terme-là, mais dans mon portefeuille génétique, mais tout simplement, mathématiquement, elle ne sera pas multipliée. Donc ce n'est pas du tout le caractère qui prédominera pour la suite dans mes ruchers. Mais disons qu'il est important de garder un peu toutes les types d'abeilles à partir du moment où elles sont les plus noires possibles pour moi. C'est mon but de préservation et de conservation de cette abeille. On passe à la suivante. Alors, la colonie voisine, qu'on va ouvrir ensemble également. Pareil, c'est un essaim qui a été créé le 12 aussi, comme celle-ci. Donc, on va la vérifier ensemble. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, comme je vous ai dit précédemment, celle-ci était un peu plus nerveuse que la normale. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Alors, abeille bien noire, un joli cadeau. Je peux vous assurer que quand j'ai vu cet essaim débarquer chez moi, c'était formidable. Ça m'a l'air plutôt calme. J'espère qu'on va avoir droit à une bonne surprise aussi. Alors, quand elle fait... Alors, miel, pollen, très jolie provision. Voilà, disons que ça, ce sont des colonies, quand je vois ça, pour moi, ce sont des colonies où on n'a pas peur de mettre des os, et surtout on n'a pas peur de récupérer les os après. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'il faut après.
Alors ce cadre-ci, pas bâti non plus. Je vais encore leur laisser quelques jours, mais je pense pas que... Je pense que c'est terminé. Il va surtout falloir que je stocke bien ces cadres-là à l'abri, de sorte à pouvoir les replacer le printemps prochain. Alors, elle est un peu plus nerveuse que l'autre. Qu'est-ce qu'on a? On a des œufs, on a de la larve. Bon, belle surprise aussi. C'est très populeux. J'ai essayé de vous faire voir les larves. J'espère que vous allez pouvoir les voir. Donc de la belle larve blanche. J'ai un peu l'impression qu'elles sont plus calmes que la souche. Alors va-t-on voir la reine? Ça c'est autre chose. Ouais, regardez-moi ces œufs, ces larves, tout ça, c'est très bien tout ça. Ça fait plaisir. Vais-je voir ma reine? J'aimerais la voir au moins pour la partager avec vous. Pas de reine. Bon, toujours est-il qu'on a bien une reine étant donné la beauté des œufs et des larves. Je ne veux pas trop courir après, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai un peu peur de... Une jeune reine, ça peut encore s'envoler. Oh là là, c'est bourré. Vous voyez le poids de miel, de réserve qu'elle a dedans. C'est formidable. Bon, nous aurons l'occasion de la réouvrir à un autre moment. Et je serai plus rassuré, on va dire. Là, je me méfie dans le fait que ma reine ne s'envole pas. Ça serait vraiment dommage de perdre ça. Donc je lui laisse encore un petit peu son cadre qui n'est pas fini de bâtir, mais à cette époque-ci, je pense que je ferais en vérité mieux de l'enlever. Mais on va voir. On va tester. Alors, les petites. Bon, c'est pas... Ça reste un peu farouche quand même, mais c'est pas violent. Je me fais pas attaquer, ça pique pas, rien. C'est juste que c'est un peu plus nerveux. Bon, c'est typique de la noire. Hein. Après, on le sait. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Je vais regarder si je trouve une autre colonie à vous faire voir. Et si c'est le cas, je reviens vers vous tout de suite. Ah si, je voudrais vous faire voir cette colonie-là. Alors, à savoir que cette colonie, c'est pareil, c'est issu d'un essaim d'abeilles noires que j'avais récupéré. J'avais été appelé pour le récupérer l'année dernière. Non, il y a déjà 2 ans. Il y a déjà 2 ans. Et cette colonie-là est toujours monstrueuse. À savoir que je lui ai pris déjà 5-4 de couvain ces derniers temps. Et elle est toujours à fond. On va regarder, ça fait un peu plus d'1 mois que je ne l'ai pas ouverte. On va regarder ensemble ce que ça donne. C'est une colonie qui a toujours pulsé, comme on dit. Elle a toujours été un peu au-dessus de la moyenne. Ben, c'est encore plein une fois. Hein. Et ça fait partie vraiment des colonies noires, j'ai envie de dire, qui se relèvent tout le temps. Ce sont des colonies qu'on les retrouve d'année en année.
et qui sont, je vais pas dire increvables, parce que c'est justement le moment où il va lui arriver quelque chose, mais c'est vraiment des colonies qu'on retrouve d'une année sur l'autre. Il n'y a rien à y faire. En gros, vérifier si tout se passe bien, une fois par mois et encore, lui mettre des hausses, pourquoi pas, et lui faire son traitement varroa. C'est vraiment des colonies qui ne demandent pas de soins spécifiques, ça tourne tout seul. Voilà quoi, c'est en perpétuel. C'est vraiment la colonie qu'on retrouve chaque année. Très souvent, ce sont des colonies anecbaliques, c'est-à-dire qu'elles vont, au moment où la reine va vieillir, elles vont remplacer l'ancienne reine. Les deux reines vont cohabiter très peu de temps, mais finalement, il n'y aura pas de... On se rendra même pas compte, puisqu'il n'y aura pas eu de rupture de ponte, et elle n'aura pas essaimé non plus entre deux. C'est ce qu'on appelle l'anecbalie. C'est assez courant en abeille noire. Je vais venir vous faire voir un peu un cadre. Voilà, des cadres typiques abeille noire. Vous voyez un peu. Il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez mettre des hausses sur une colonie comme celle-ci et les enlever. Ça va pas mourir de faim demain. Là, vous savez que quand les abeilles vous montent du miel dans la hausse, c'est qu'elles ont déjà été servies. Et je trouve ça vraiment largement plus logique que ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui. Par contre, ce ne sont pas les bonnes colonies pour le dos. Quand on doit déplacer ces engins-là, c'est jamais bon pour le dos. Et encore, à savoir que je suis passé en 10 cadres sur la quasi-totalité de mes colonies, mais j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en 12 cadres. Et je peux vous dire que des colonies qui vous chargent comme ça, des cadres à 3-4 kg par cadre, multiplié par 12 cadres, vous avez vite des ruches qui font 50 kg. Donc là, cette colonie-là, tout simplement, traitement varroa, d'ici très peu de temps. Je fais le tour de mes ruches et j'essaie de mettre toutes mes ruches 10 cadres sur 8. Des colonies, des grosses colonies comme celle-ci, elle va passer son hiver sur 10. Je ne vais pas l'embêter, je ne vais pas la réduire. Après, toutes les colonies un peu plus standards, et même les Jeannettes, j'ai tendance à toujours les resserrer sur 8. Et les ruchettes, dans mon idéal, les faire hiverner sur 6 cadres, et je ne suis pas minimum sur 5. Voilà, mais toujours avec des réserves. Donc à savoir que cette colonie-là, oui, je lui ai pris beaucoup de cadres de couvain ces derniers temps. Je lui ai aussi pris 2 essaims. Et donc, vous voyez, ça tourne, quoi. L'abeille noire, ça peut aussi être productif. C'est pas toujours des colonies ratatinées dans un coin qui ne donnent jamais rien. Il y a aussi de l'abeille noire qui est productive. Et recoucou. Alors cet épisode touche à présent à sa fin. J'étais une fois de plus très heureuse de partager ce moment-là avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, j'aime pas trop demander ça, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour vos commentaires. Beaucoup m'ont touché. Apparemment, ça a été le cas aussi pour vous. Apparemment, j'ai touché quelques personnes dans ma façon de faire. Après, je m'amuse pas, je joue pas à un jeu, c'est juste ma façon de voir l'apiculture. Je suis tout simplement une amoureuse des abeilles et de mon métier. Et
suis un peu parfois déçu de voir, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui se fait, ce qui se pratique. Et était-ce encore de l'apiculture? Je ne suis pas si certaine. Des fois, pris un peu par les emprunts, les prêts, le besoin financier que nous avons aujourd'hui. On se laisse un peu griser par tout ça, il faut faire plus, toujours plus, toujours plus. Et finalement, on se rend compte que pourquoi pas ne pas produire moins, mais mieux, valoriser ce que nous avons et surtout, avant tout, avant même de penser profit, de prendre soin de nos abeilles parce qu'elles sont... on ne se rend pas encore compte aujourd'hui de l'impact puisque nous en avons encore quand même beaucoup, mais elles ont un rôle essentiel dans la biodiversité. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas travailler avec une abeille la plus locale possible? Il n'y a pas d'obligation d'avoir des colonies, par exemple noires, les plus proches des 100%. Pour ceux qui sont passionnés et qui l'ont envie et qui ont la possibilité ou qui en possèdent déjà, pourquoi pas? Maintenant, simplement le fait de travailler avec votre abeille locale, ne pas acheter des reines à tout va. Pourquoi remérer tous les ans? C'est une ânerie phénoménale. Je vois maintenant avec cette nouvelle façon de traiter varroa, avec les petites cages Scalvini. Donc moi, ma crainte de cette façon de faire, c'était surtout que les abeilles ne veulent plus de la reine. Et en plus, c'est complètement... c'est pas du tout... comment dire? C'est une torture, ce truc. Comment peut-on laisser une reine en ponte dans une cagette où elle ne peut pas pondre? Donc il y a un autre modèle avec quelques alvéoles qui lui permettent au moins d'assouvir sa ponte, ce que je trouve déjà beaucoup plus naturel. Mais quand je vois des personnes qui me disent « Oui, moi je fais avec le système Scalvini, ça marche, c'est super ». Ah oui, bien évidemment, la plupart donc encagent la reine, ce qui fait que les phéromones persistent dans la colonie et ça évite à la colonie de devenir bourdonneuse ou de réélever, bien qu'apparemment beaucoup produisent quand même des cellules. Mais donc ça permet de maintenir entre guillemets sous perf la colonie. Et ensuite, au moment du décagement, ils changent leur reine. Donc d'un coup, moi ça me fait un peu rire de me dire oui, ce système-là fonctionne très bien. Bien évidemment, si vous laissez l'ancienne reine dans la cage pour se servir de ses phéromones et qu'au moment de la libérer, vous en mettez une autre, oui, bien évidemment, ça fonctionne. Maintenant, il est évident qu'en abeille noire, on ne peut pas faire ça. Une reine noire dans une cage qui ne pond plus, les abeilles vont tout simplement la tuer et en refaire une autre. Tout simplement parce qu'elles ont cet instinct de survie qui fait qu'elles ont pu traverser les siècles, les millénaires même, traverser des glaciations. C'est justement par rapport à son adaptabilité. Quand on dit « Oh, l'abeille noire, ça pique, c'est méchant » ou autre, c'est juste un peu plus sauvage, un peu plus farouche. Et une abeille, elle est munie d'un dard naturellement. Elle est faite, ce dard est là pour qu'elle se défende des envahisseurs. Et à l'instant où on lui prend son miel, où on lui casse les ponts de cire et autres, nous sommes des envahisseurs. Il faut bien en avoir connaissance quand même. Et si aujourd'hui, être apiculteur, ça veut dire avoir des abeilles qui ne piquent plus, mais dans ce cas-là, autant élever des mouches. L'apiculture, par excellence, c'est la science d'élever des abeilles et de s'adapter au mieux à l'abeille. Et là, on est en train de faire tout le contraire. On est en train d'absolument vouloir que l'abeille soit adaptée à l'apiculteur ou à l'apiculture. Mais à quelle apiculture? À une abeille qui ne dit rien, qui ne se garde pas de miel dans le corps, qui monte tout le miel dans les os, on lui prend ses os, on lui met du sirop en échange, et elle dit rien, elle est parfaite, elle pique pas. Mais est-ce réellement de l'apiculture? Il y a quand même une grosse question à se poser. Je pense que beaucoup de gens vont s'indigner de ce que je suis en train de dire, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que ce que je raconte n'est pas une ânerie et que dans l'idéal, ça reste un insecte sauvage
qui doit pouvoir se défendre en cas d'intrusion. J'ai de plus en plus de gens qui m'appellent, qui me disent « Jeanne, j'aimerais vous acheter un essaim, 2 essaims, 3 essaims, peu importe le nombre. Alors je voudrais des abeilles douces, parce que moi j'aime pas les piqûres. Par contre, j'aimerais une abeille qui puisse se défendre du frelon asiatique. » On est avec des êtres vivants. C'est pas un meuble sur mesure, mon abeille. Elle ne va pas détecter, dire « Ah, là c'est un humain, je laisse faire tout ce qu'il veut, prendre le miel, casser des ponts de cire et autres. Voilà, mais j'y touche pas, je suis gentil avec lui. Et ah, là c'est un frelon asiatique, maintenant ça c'est pas pareil, il n'est pas gentil, celui-là je vais le chasser. » Bien évidemment que non. Et on ne pourra pas, à mon avis, l'abeille ne pourra pas survivre encore des dizaines, des centaines d'années ou des millénaires sans pouvoir se défendre. Il est évident que les colonies d'abeilles, les abeilles doivent pouvoir encore avoir cet instinct de survie, cet instinct sauvage qui fait qu'elles vont pouvoir se défendre vis-à-vis de l'intrus. Et c'est ce qui fait qu'elles peuvent s'adapter. J'ai pas personnellement envie de refiler à mes enfants et petits-enfants des abeilles qui fonctionnent comme des robots et qui n'ont plus rien du tout de l'animal sauvage que j'aurais pu connaître auparavant. C'est ma façon de voir. Peut-être n'est-ce pas celle de tout le monde, mais à un moment, on ne peut pas se dire aimer la nature et vouloir absolument la manier à l'image qui nous intéresse d'avoir. C'est pas possible. À un moment, c'est à nous d'essayer de l'accompagner, de la suivre. On a déjà pris la responsabilité de la mettre dans une caisse en bois, donc il faut qu'on s'en occupe. Bien évidemment, s'il y a disette et si selon le type d'abeille qu'on a, il n'y a pas trop de réserve, bien évidemment qu'on ne va pas les laisser mourir de faim et qu'on va leur donner à manger. Bien évidemment que l'abeille, pardon, on a finalement peu de recul, étant donné que c'est une abeille qui est présente depuis des millénaires. Le varroa est arrivé dans les années 60. Il y a trop peu de recul pour que cette abeille puisse enfin s'épouiller. Mais en attendant, on est là, on l'accompagne, on traite varroa. Ça, c'est pareil, traiter varroa. Ne laissez pas mourir des colonies en disant ceux qui doivent survivre vont survivre, celles qui ne doivent pas survivre, ben tant pis, c'est la nature. Ça ne fonctionne pas comme ça. On se rend compte que même les plus belles colonies, on ne traite pas varroa la première année, ça passe. La deuxième année, ça commence à baisser. La troisième année, elles sont foutues, elles ne passent pas l'hiver. Donc, tout en sachant qu'on n'éradique jamais totalement varroa, on ne fait que baisser à un minimum la pression frelon. Donc traitez varroa, nourrissez vos colonies si le besoin s'en fait, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, essayez de travailler avec les abeilles que vous avez dans votre rucher. Essayez de multiplier vos meilleures colonies, celles qui s'en sortent tout le temps, celle qui vous fait du miel si votre but c'est de faire du miel, mais aussi qui va pouvoir passer les hivers sans être nourrie, toujours revenir la plus résistante et ne pas forcément vouloir multiplier l'abeille la plus cool du rucher. Si elle est cool et qu'en plus elle fait beaucoup de miel, qu'elle fait des réserves et qu'elle passe d'un hiver à l'autre sans rien vous demander, multiplier celle-ci, bien évidemment. Le but n'est pas d'aller se faire piquer pour le plaisir. Mais disons que on se rend compte quand même, je pense que tous les apiculteurs qui ont un peu de bouteille dans le métier seront d'accord avec moi, toutes ces colonies un peu farouches, un peu sauvages, des fois même parfois un peu piquantes, sont très souvent de très grosses productrices de miel et des colonies qu'on n'a pas besoin de nourrir, de supplémenter, ni quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Essayez surtout quand vous faites de la sélection chez vous, même si vous avez que 3 colonies, 5 colonies, 10 colonies, à partir du moment où vous choisissez celle qui vous convient le mieux, c'est déjà de la sélection. Et essayez surtout de multiplier ce que vous avez, puisque ce que vous avez, en général, est déjà adapté. Il est fort dommage d'importer des reines. On importe des reines de contrées. Je vais parler de l'italienne, parce que c'est quand même celle qui est la plus importée de toutes. L'italienne, j'en ai eu, c'est une très très bonne abeille, très très productive, mais elle n'a pas sa place dans nos contrées. Là où elle se situe en Italie, ce sont des abeilles qui ont sur leur secteur 10, 11 mois de mielé.
elles vont terminer en décembre sur l'arbousier, elles vont reprendre en février-mars sur le mécalpha, un peu comme en Corse. Et donc à partir du moment où une colonie d'abeilles a à sa portée une dizaine de mois de mieler, bien évidemment qu'elle ne va pas s'embêter à faire des réserves, à bomber le corps de ruche pour pouvoir passer un hiver qui chez nous va pouvoir durer jusqu'à 5-6 mois, voire même plus. Et surtout des moments sans mieler qui vont maintenant approcher, j'ai envie de dire, presque 8 mois des fois sans mieler. Des mielés de 3-4 mois maintenant très très courtes. Et donc il est évident que si vous apportez sur notre continent des abeilles qui sont habituées à avoir 10 mois de mielé, elles sont complètement bouleversées. Elles n'ont pas leur place sur ce secteur, elles ne seront pas adaptées, même si elles sont très gentilles, qu'elles produisent beaucoup d'abeilles et qu'elles intéressent beaucoup de monde, parce que ça fait beaucoup de paquets d'abeilles, ça permet de vendre beaucoup d'essaims, mais encore une fois, elle n'est pas adaptée au secteur, tout simplement. Et c'est une hérésie que d'apporter ça, et en plus, ça, il faut quand même bien se dire les choses, c'est que ces colonies-là, qui sont en général super essaimeuses, elles vont se multiplier à droite à gauche, et ces mâles, parce qu'en général elles sont très grosses productrices de mâles, vont aller féconder toutes les colonies sauvages du secteur, ou du petit apiculteur dans son coin qui élève ces quelques colonies bien gentiment, et qui sont adaptées à son milieu. Et étant donné que elles vont, ces futures reines qui vont sortir d'essaimage ou d'élevage de ces ruchers-là vont se faire féconder par des mâles hyper productifs, bien évidemment. Mais le sang de l'abeille locale n'en sera que plus dilué, et finalement on va se retrouver de plus en plus avec des abeilles, quelles qu'elles soient, qui ne seront plus du tout adaptées et qu'il nous faudra supplémenter en permanence. Le climat que nous avons aujourd'hui, le changement de climat que nous avons aujourd'hui, c'est déjà une amorce. Ça devrait déjà nous alerter et déjà nous faire cogiter un peu et nous dire, mais là, il va falloir avoir une abeille surtout adaptée. Pas une pompe à sirop. Et l'abeille adaptée, on l'a déjà. Il suffit juste que, eh bien, on n'hésite pas, si on le doit, à remettre une voilette plutôt qu'à aller à l'apiculture en short et en t-shirt. Bien évidemment qu'une abeille, c'est censé pouvoir se défendre au cas où. Et je ne dis pas qu'il faut élever des guignes qui vous poursuivent jusqu'à chez vous, jusqu'à la voiture. Là, je suis à 5 mètres du rucher que j'ai ouvert avec vous tout à l'heure. J'ai pas une abeille qui vient me piquer. J'ai pas une abeille qui vient m'embêter. Donc, on peut tout de même, malgré tout, choisir, sélectionner une abeille qui soit dans les plus douces, parmi les plus adaptées de ce qu'on a actuellement. Et on se rapproche, on prend le cas d'abeille noire, que plus on est proche du 100% noir, et plus on a une abeille qui sera calme. Alors bien évidemment, on ouvre les cadres, ça a tendance à partir, à descendre ou autre. C'est farouche, c'est très actif, mais elle ne m'attaque pas. Je suis juste à côté de mon rucher, je n'ai aucune abeille qui vient m'attaquer. Donc voilà ce que j'essaye de vous dire. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai pas l'intention de changer mon apiculture, au contraire, j'ai l'intention de bien la développer. Concernant, j'ai beaucoup de gens qui me demandent suite aux dernières vidéos, bah alors Jeanne, ça veut dire que tu pourras toujours pas nous fournir des reines noires. Je ne promets plus, j'ai eu promis dans le passé et suite à soucis de santé, j'ai pas pu le faire. Donc je ne promets plus, je vais le tenter pour la saison prochaine de faire des reines noires. Par contre, je ne prends pas de réservation, rien de tout ça. Je vais faire mes élevages comme je l'ai toujours fait. Et ensuite, si j'ai des disponibilités, à partir de ce moment-là, je n'hésiterai pas à le mettre sur le site ou à vous en parler en vidéo parce que je pense que c'est le meilleur moyen de faire. Hein, c'est l'apiculture aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué à gérer. L'abeille ne se gère pas sur un bout de papier ou sur un calendrier, elle se vit, et particulièrement l'abeille noire. Hein, à savoir que sur de la Jeannette, là où j'avais des mâles en fin mars,
avec de la baignoire, ça va être plutôt mi-mai, voire fin mai. Il y a toujours ce petit décalage. Ensuite, son adaptabilité va faire qu'elle va exploser ensuite, mais on a toujours des mâles un peu plus tardivement. Et donc vous promettre des reines au 15 mai, c'est un peu une ânerie puisque ou alors vous aurez des reines qui seront à peine fécondées, qui viendront juste de pondre et dont les phéromones ne seront pas encore très développés, ou alors il y aura un autre problème qui fera que je n'aurai pas pu les produire comme je le voulais. Donc je le ferai plutôt à ce moment-là. On pourra faire les élevages ensemble la saison prochaine, je l'espère, et je vous dirai à ce moment-là si j'ai bien des disponibilités. Un petit mot sur les Jeannettes, elles sont toujours aussi exceptionnelles. Les ruches sont bourrées à craquer. J'ai encore enlevé des cadres hier. Je ne peux malheureusement pas trop vous filmer parce que je suis en bordure de route et le bruit des véhicules est très gênant au niveau du son. Mais je dois avoir encore pas loin d'une trentaine de colonies qui sont sur 20 cadres. Il y a 2 corps de ruches qui sont bourrées. Pour certaines, il y a du couvain en haut et en bas, mais pour beaucoup, le couvain est surtout situé en bas et elles m'ont rempli les 10 cadres de corps en miel. Donc pour moi, c'est du pain béni pour mettre dans des essaims qui sont encore sur 4-5 cadres, leur rajouter comme ça un cadre de 4 kg de miel. Pour moi, c'est une garantie de l'hivernage. Voilà. Je vais à présent commencer à procéder au traitement varroa. Donc faites-les. Utilisez un produit, si possible, avec AMM. C'est à vous de voir. Mais faites-le surtout. Pas de poudre de perlimpinpin, pas de choses, pas de feuilles de salse pareil, ça marche pas. Faites un vrai traitement et de sorte à pouvoir retrouver maximum vos colonies au printemps prochain. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous filmer, nous nous retrouvons. À bientôt, bye bye.